Bon, bah écoutez, je suis super contente de vous retrouver encore aujourd'hui, ce nouveau mardi pour un nouveau Maestrix. J'espère que vous avez tous passé un très bon week-end et j'espère qu'il était de 3 jours pour vous et que vous êtes reposés à bloc pour cette semaine un peu plus courte. Aujourd'hui, on va parler du no-code au service des processus en entreprise, c'est-à-dire comment le no-code peut nous aider à rendre l'organisation de la boîte plus simple, plus automatisée, retirer des tâches qui sont parfois chronophages, faciliter la communication. Et du coup, pour ça, je suis trop contente d'avoir Cyrielle que j'ai rencontré sur la communauté No Code France via un alumni maestro qui nous a Grâce à mis Adrien, petite exactement. dédicace. Merci Adrien. Adrien. Euh, Merci Flavie pour l'invitation. Je suis très contente d'être là. Avec plaisir. C'est très chouette. Je suis contente que tu viennes un peu nous raconter, surtout qu'en gros, on s'est appelé pour papoter un peu, pour se rencontrer. Et alors, direct, Cyrielle m'a raconté les 15 trucs qu'elle a mis en place dans son entreprise, enfin les grandes choses qu'elle a mis en place dans son entreprise via le code. Et du coup, je me suis dit que c'était vraiment, que c'était idéal et que c'était exactement le type d'exemple qu'on voulait vous partager pendant les Maestrix. Et du coup, juste avant de laisser la parole à Cyrielle pour qu'elle nous raconte un petit peu qui elle est et ce qu'elle fait aujourd'hui chez Superforge, je voulais vous redire un peu où on est aujourd'hui et qui organise ce Maestrix. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Flavie et je suis l'animatrice et la coordinatrice des Maestrix, qui sont nos webinars 100% gratuits où on va parler de produits et de tech. Et c'est à peu près, quasiment toutes les semaines. En fait, on se dit tous les mardis de midi à 13h, on se connecte ensemble, on interviewe quelqu'un du produit ou de la tech comme Cyrielle pour qu'il nous raconte les processus qu'il a mis dans son entreprise, les méthodes qu'il a testées, les outils dont il est devenu expert, etc. Pour en fait qu'on puisse un petit peu s'inspirer de sa manière de faire et puis surtout de son retour d'expérience et des erreurs peut-être qui ont été commises. Par exemple, quand tu fais quelque chose pour la première fois, tu te trompes, tu utilises mal l'outil, tu fais telle et telle petites erreurs et du coup c'est comme ça que tu apprends et en fait là on se dit on va apprendre encore plus vite parce qu'on va nous raconter comment ça s'est passé et du coup on va partir avec des connaissances déjà de base. Si demain par exemple vous voulez faire petit spoiler mais un onboarding sur Notion comme Cyrielle a pu le faire, et vous partez pas de zéro, vous partez un petit peu avec les connaissances, avec le partage d'expérience que vous aura donné Cyrielle. Donc c'est un peu l'idée des Maestrix. Et du coup, maintenant, j'aimerais bien savoir qui est connecté avec nous. Donc, j'ai 2 questions pour vous. La première, c'est qui vous êtes. Est-ce que vous êtes PM, product designer, product marketing, autre est-ce que vous êtes un collègue de Cyrielle? Est-ce que vous êtes développeur, etc. Et la deuxième question, c'est de nous donner votre niveau en no-code. Est-ce que vous êtes au tout début, vous êtes en train de vous commencer à vous renseigner sur la discipline, ou est-ce que au contraire, et il y a une erreur sur la slide, c'est un copier-coller qui a été mal fait par moi. Donc, et la cinquième, c'est plutôt vous en savez tous les jours, vous avez bien l'habitude des outils, et ouais, vous avez bien l'habitude des outils, ou alors on est sur un entre-deux. Est-ce que vous pouvez nous mettre ça dans le chat, du coup, votre rôle et votre niveau en no-code? Comme ça, on voit un petit peu qui vous êtes aussi. Du coup, Antoine, PM, newbie, ok, débutant. Je vois qu'il y a Maxime aussi qui est connecté avec nous, chouette, il y a pas mal d'alumni maestro. Christophe, un peu tout et 0 niveau no code. Ok, trop bien. C'est bien, enfin, trop bien. C'est cool, tu vas apprendre plein de choses, c'est ça que je voulais dire. Marine, PM, se forme au no code chez Maestro, cool. Anna, PM, no code 2,5, ok, donc un middle. PO, PM, ok, donc beaucoup de products. No code expert, ok, petit défi, j'espère que tu auras des grosses questions pour Cyrielle. Oula. Ok, donc plutôt des débutants, j'ai l'impression, et beaucoup de product design, product no code. Ok. Et du coup, pour vous faire un petit point sur Maestro, qui est du coup l'école du produit et de la tech, dont on a plusieurs alumni ou en cours de formation qui sont connectés avec nous dans le chat. C'est une école qui a 2 ans aujourd'hui et qui initialement formait des product managers. On a un bootcamp intensif sur cette semaine qui permet de devenir product manager en moins de 3 à 6 mois. Et en fait, au fur et à mesure de vivre dans cet écosystème, d'échanger avec des PM, de rencontrer des product ops, des product marketing managers et tous les métiers qui gravitent autour du produit et de la tech, on s'est rendu compte qu'en fait, de plus en plus, surtout ces dernières années, le no-code a commencé à prendre énormément de place
dans le quotidien des PM et surtout aussi dans les petites entreprises, mais aussi dans les plus grosses boîtes. Et qu'en fait, tout le monde prend un peu en main les différents outils no-code parce qu'en fait, on en a des milliards à disposition aujourd'hui. Mais qu'en fait, c'est pas forcément évident de se concentrer sur son utilisation et de se rendre compte du potentiel et de pas justement se perdre un peu dans la jungle des outils et des possibilités. Et du coup, pour ça, on a notamment sorti il y a un programme qui vient de commencer. On a Maxime qui en est participant dans le chat, en no-code, qui est sur 36 heures, en format hybride, c'est-à-dire en présentiel et en cours du soir, et qui justement permet un peu de voir tout le spectre des outils et puis les différentes manières de l'utiliser pour construire un produit tech ou pour automatiser des processus dans sa boîte, etc. Donc voilà, ça c'était pour vous dire un petit peu ce que c'est Maestro et puis nos différents programmes. Je vous donne tout de suite nos prochains rendez-vous. Je le fais toujours au début, comme ça, vous les avez directement en tête. On est très actifs sur LinkedIn et aussi on a la page Meetup par laquelle vous êtes très probablement arrivés pour vous connecter avec nous, où on met toute notre line-up d'outils, n'importe quoi, d'events et tous les prochains Maestrix qui arrivent. Et évidemment, vous avez notre site internet si vous avez la moindre question. Et j'ai bien assez parlé. Est-ce que, Cyrielle, tu peux te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais aujourd'hui chez Superforge? Pas de souci. Alors du coup, merci Flavie pour cette intro. Je suis contente d'en avoir appris plus en plus sur Maestro. Donc moi, je m'appelle Cyrielle, je vais avoir 31 ans et je suis actuellement développeuse no-code, principalement sur Bubble chez Superforge. Donc Superforge, c'est un studio no-code qui existe depuis 2020, fin 2020, et qui a été fondé par Dimitri Nicolas. Et donc pour vous donner une idée, en décembre on était 6 et aujourd'hui on va être bientôt 12, il me semble, avec donc des alternants, des développeurs Bubble, une responsable marketing et aussi un côté UX avec Laureline qui s'occupe de l'UX chez nous. Et donc voilà, on est une petite équipe, on est une PME mais qui ne chôme pas. On a pas mal de challenges et donc nous ce qu'on conçoit c'est des MVP, des marketplaces, des SaaS notamment. Après, on peut aussi faire du sur-mesure selon les différents projets qui viennent à nous. Et donc, pour faire un petit peu un retour en arrière, je suis une reconvertie en fait. À la base, j'ai un diplôme en hôtellerie-restauration. Donc, j'ai passé en 2012 ma licence professionnelle métier des arts culinaires et des arts de la table, option gastronomie française, voilà. Donc, tout ce qui est vin et fromage, voilà. Et c'est vrai que j'ai bossé pendant quelques années dans la restauration et dans la vente. Et avec le Covid, en fait, il m'est venu l'idée de changer de voie. J'avais fait un petit peu le tour, en fait, de la restauration et de la vente. Et j'avais envie de plus de challenge, d'un métier qui stimule la créativité aussi et de m'orienter dans le digital. Donc en fait, pendant le Covid, par erreur, par malheur, j'étais en Asie. Bon, j'ai fini par me faire rapatrier, mais pendant mon voyage, c'était aussi un voyage un peu pour une remise en question, justement pour faire le point sur mon travail. Je me suis dit, tiens, si je devenais développeuse, voilà, comme ça, ça s'est venu d'un coup comme ça. Et donc au retour en France, on était confinés et tout. J'ai commencé à regarder un petit peu sur Open Classroom, apprendre HTML, CSS, etc. Enfin, faire un petit tour d'horizon et surtout une énorme veille en fait. Pendant plusieurs mois, je recherchais plein d'infos et tout, etc. Et du coup, j'ai commencé à regarder aussi pour faire une formation. Et là, donc, j'ai choisi de faire le bootcamp, enfin, la formation intensive chez O'Clock. C'est une formation qui a duré 6 mois pour ma part. Après, il y a plusieurs formules et qui forme au développement web. Donc, moi, je suis partie sur les technologies, sur les langages plutôt PHP, JavaScript, et je me suis spécialisée en React pendant 1 mois. C'était assez court et assez sportif, on va dire. Ouais. Je veux dire, quand on connaît rien au dev et qu'on se lance à fond, c'est waouh. Mais c'était vraiment, voilà, c'était une chouette expérience. J'ai vraiment, vraiment beaucoup apprécié. Après, le retour sur le marché du travail, je vous avoue que c'est un peu violent parce qu'on se retrouve un peu après la formation. Mais bon,
on est proactif, on lâche rien, on y va avec toutes les compétences qu'on acquiert. En fait, on essaie de se constituer des petits projets perso. Et moi, j'ai fait un projet perso autour de la NASA, c'est-à-dire que je récupère une image de la NASA donc en React, une image de la NASA par jour depuis 1995. C'est juste une petite page, mais enfin, c'était assez fun. Et c'est grâce à ce projet-là que Dimitri, en gros, m'a envoyé un message pour me proposer de faire une alternance, mais dans le no-code. Donc, c'était il y a à peu près un an, tout ça. Ça me paraît, enfin, des années-lumière, mais bref, il se passe tellement de trucs là cette année. Mais en gros, ouais, il m'a envoyé un message et tout. Et moi, je connaissais pas du tout le no-code il y a un an. C'était, enfin, totalement inconnu. Et donc, j'ai commencé à regarder un petit peu qu'est-ce que c'est en fait, c'est quoi. Enfin, avant de me lancer tête baissée dans le projet. C'est vrai que j'avais quand même besoin de savoir. Et puis plus je commençais à faire mes recherches, plus déjà je voyais qu'il y avait une forte communauté, enfin une grosse communauté, la communauté No Code France, que je vous invite vraiment à rejoindre. Qu'il y avait pas mal de formations, contournements, auto, pas mal voilà. Il y a aussi des écoles qui forment au product management, c'est cool aussi. Enfin, avec une petite partie No Code, c'est important, je pense, dans votre métier. Et donc là, je me suis dit, ça a l'air cool, let's go. Donc, ce qui s'est passé, c'est que avant toute chose, j'ai quand même dû réaliser un clone de WeTransfer en Bubble. Donc en fait, moi, j'ai fait le bootcamp de chez Auto. C'est une formation qui forme à Bubble pendant un mois. C'est intense. Et à la fin de cette formation-là, pendant une semaine, j'ai réalisé le clone de WeTransfer. Et c'est ce qui m'a permis d'intégrer Superforge. Ok. Voilà. Et juste un clone peut-être pour éclaircir ce que ça veut dire, parce que moi j'ai appris il n'y a pas très longtemps. Mais du coup, ce que ça veut dire. Alors un clone, ça peut être graphiquement la même chose, mais pas forcément. C'est surtout au niveau des fonctionnalités. Un clone d'une web app, en gros, c'est reproduire l'application avec du no-code, tout simplement, sans code, et avec les fonctionnalités mères. Moi, j'ai reproduit le design aussi, mais c'est pas obligé. Enfin, après, on est libre un petit peu de faire ce qu'on veut, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de tutos sur YouTube aussi qui mettent en avant des clones d'Instagram, des clones de Tinder, des clones de différentes choses en fait. Puisque une fois qu'on maîtrise Bubble, on se rend compte qu'on peut faire plein de choses. Donc ça, c'est top. Et d'ailleurs, je vous présenterai tout à l'heure un clone de Linktree. Je sais pas si vous connaissez Linktree. C'est peut-être vous envoyer le lien. Attendez. C'est en fait un site qui permet de réunir en une seule page plusieurs liens pour pouvoir les partager à d'autres personnes. Donc quand j'ai intégré Superforge, j'avais envie de continuer à me former un petit peu. Donc j'ai réalisé ce clone en Bubble. Voilà. Ok, très bien. J'ai une petite question et puis ensuite on va passer sur tous les exemples de ce que tu veux montrer. Du coup, dans cette phase de formation, tu nous as un peu raconté, mais qu'est-ce qui est le plus dur quand on arrive sur le no-code et qu'on commence à se former au no-code? Qu'est-ce qui a été le plus dur peut-être pour toi? Le plus dur, il y a plein de choses qui sont pas faciles, mais forcément c'est apprendre en fait. C'est tellement vaste qu'on a envie de tout essayer, de vraiment. Le plus dur, je pense, c'est vraiment choisir le bon outil qui correspond à notre personnalité. Ça, c'est un truc déjà. Et puis, le plus dur aussi, c'est comment dire, accepter aussi que le no-code, c'est encore très récent. Donc il faut, ça demande un investissement, mais que derrière, c'est aussi une techno qui a beaucoup d'avenir. Donc c'est vrai que moi l'année dernière, je savais pas trop, qu'est-ce que ça allait donner tout ça. J'étais un peu dans l'inconnu et c'est vrai que parfois ça peut faire peur, mais d'un autre côté, quand on essaye les outils après, on est vite rassuré, quoi. Donc voilà. Ok, super clair. Je pense que ça parle. Je sais pas si ma réponse était si, claire, mais complètement. Je pense que ça parle à beaucoup de monde déjà. Un peu la partie que tu mentionnais sur le Covid qui est un peu venu chambouler tes plans et là où tu en étais. Nous aussi, chez Maestro, dans les PM qui se formaient il y a 1 ou 2 ans au bootcamp, il y en avait énormément où justement c'était en question qui étaient arrivés pendant le Covid. Donc je pense que ça parle à pas mal de monde. Et puis les difficultés pour se former au no-code aussi, ça remonte beaucoup.
Même, je vois dans tous les events qu'on fait Maestrix, dès qu'on parle de no-code, c'est toujours beaucoup de questions sur, mais en fait, comment tu as su faire la différence entre Webflow et Bubble? Comment est-ce que tu choisis entre Make et autres? Et en fait, c'est vraiment des questions où quand tu commences, c'est difficile de savoir sans connaître et on a envie un peu de se rassurer en demandant justement à d'autres personnes. Alors, quand on creuse, on voit qu'il y a pas mal de différences généralement entre les outils. Mais du coup, chez Maestro, c'était aussi un peu une conclusion qu'il y a eu de Héloïse, qui est celle qui a conçu le programme No Code de la formation. Et du coup, il y a eu un vrai choix dans le programme justement que je mentionnais tout à l'heure, de prendre l'angle de, en fait, tu vas creuser à fond ton problème, tu vas comprendre la solution vers laquelle tu vas aller, et seulement à ce moment-là, tu vas commencer à regarder les outils, et on va te guider sur l'outil sur quel partir. Mais en fait, justement, pas faire ça dans l'autre sens, parce que faut vraiment bien savoir ce que tu veux faire pour choisir ton outil, et pas commencer par prendre un outil et te mettre dessus, parce qu'en fait, après, tu vas te prendre des barrières ou tu n'auras pas choisi le bon outil, etc. Donc ça, c'est un truc super important que je voulais Ouais, non, mais c'est appuyer. sûr, hein. C'est sûr que c'est beaucoup de questionnements, le no-code quand on débute. En tout cas, pour ma part, c'était comme ça. Après, quand on a la chance d'avoir, enfin, en tout cas, chez Superforge, on est super bien encadré. Il y a beaucoup de bienveillance aussi dans les différentes communautés, Ouais, beaucoup de réseaux aussi. Et c'est vrai que quand on a une question, on n'hésite pas à s'envoyer un message, à s'écrire. Il y a pas, c'est pas si formel que ça finalement. Et donc même les porteurs de projets, par exemple, ils sont toujours en réflexion aussi, ils se posent plein de questions, etc. Et voilà, c'est vrai que et comment dire, comme le no-code, on peut faire beaucoup de choses quand même. Des fois, choisir quand on construit MVP, par exemple, choisir les fonctionnalités clés qu'on veut, c'est pas forcément simple puisqu'on a envie de tout faire, quoi. Donc c'est vrai que ouais. c'est à la fois c'est ouais, enfin, j'arrive pas à finir ma phrase. Mais bref, vous avez Ok. compris. Alors, j'arrête de partager mon écran. Normalement, vous ne voyez plus que nous. Et du coup, ce que je te propose, c'est que, enfin, ce qu'on a prévu, du coup, c'est que tu commences par nous raconter un petit peu ce que tu as fait pour l'onboarding des équipes sur Notion. Ouais. Et du coup, nous raconter un petit peu quel est le problème que tu as observé, comment est-ce que tu t'y es prise, etc. Ok, ça marche. Du coup, bah, je voudrais vous parler un petit peu de Superforge. Comme je vous ai dit, on était 6 en décembre et maintenant on est 11. Donc, c'est x2 en fait, presque. Et c'est vrai qu'on s'est rendu compte qu'on n'avait pas forcément de process pour intégrer les personnes, les personnes. Et étant enfin, comment dire, une PME, voilà, on chôme pas et puis il y a pas mal de choses à faire. Et à un moment donné, j'ai proposé à Dimitri, du coup, bah, est-ce que ça t'intéresse que je construise que je construise dans notre Notion un, enfin ouais, l'onboarding de Superforge finalement, parce que je pense que c'était important de justement, on avait enfin forcément des personnes qui soit étaient reconverties ou qui connaissaient pas le no-code. C'était le cas par exemple de certaines personnes qui travaillaient soit en marketing, soit en design. Et quand on parle d'un sujet, c'est quand même bien de le connaître, je pense. Donc je me suis dit bah vas-y go. Donc Dimitri m'a dit ok. Et de là dans notre Notion, donc Notion c'est un outil qu'on utilise. Enfin c'est vraiment notre outil à nous. On en a plusieurs. On utilise aussi beaucoup Discord. Mais dans notre Notion, on a notre CRM déjà et on a toute une partie en fait vie interne. Et de là, bah, on a créé un processus d'onboarding pour chaque personne avec une liste de tâches à réaliser, des templates dans des templates dans des templates. C'est un peu l'inception et ça permet aussi de suivre l'avancée un petit peu de la personne et sachant que l'onboarding il dure 1 mois. Et on récolte aussi du feedback sur comment l'améliorer, etc. avec un Typeform, ce qui nous permet, nous, enfin, comment dire, d'accueillir au mieux les collaborateurs qui rejoignent Superforge, en fait. Enfin, c'était important pour nous de mettre à l'aise dès le départ. Et en fait, c'est suite à, j'avais vu Mathieu Nebra, le créateur d'Open Classroom j'avais vu en conférence à Nantes, il était passé et c'était super intéressant sa vision des choses par rapport à ça, la manière dont il gère l'entreprise et la manière dont il accueille aussi les collaborateurs. Bon, eux, c'est un groupe, hein, ils sont plus de 400, enfin, je sais plus combien, mais enfin, ils sont très nombreux, mais c'est vrai que des fois, en plus, quand on est en full remote, c'est important. Merci, merci Fanny, Attends, c'est attends. exact. Des fois, quand on rentre dans une entreprise en remote,
bah, on est face à son PC, on a aussi besoin d'un accompagnement. Donc même si je suis développeuse Bubble à la base, bah, j'aime bien faire d'autres trucs, être touche à tout. Et ça, c'est cool parce que ça permet aussi de faire d'autres choses et de développer d'autres compétences avec d'autres outils. Donc voilà, en gros. Ok. Et du coup, comment est-ce que tu as identifié le besoin? C'est parce que toi-même, quand tu as fait ton onboarding, enfin, quand tu es arrivé dans l'entreprise, tu as senti justement qu'il manquait ça. Et du coup, tu as un peu la graine qui s'est plantée. Tu t'es dit, OK, ça serait cool de travailler ça. Et puis après quelques mois, quand tu étais plus à l'aise dans l'entreprise, tu te dis, bon, bah, go, je propose de bosser dessus et de le faire à fond, c'est ça? Bah, moi, j'ai pas ressenti particulièrement de manque parce que, enfin, déjà, j'ai tout de suite, enfin, quand je suis rentrée en août l'année dernière, tout de suite été embarquée dans un projet client, par exemple, et d'autres projets. Et c'est vrai que j'ai pas trop eu le time de réfléchir à ça. Mais Ok. par contre, c'est plus en regardant dans d'autres structures et en me réfléchissant, je me suis dit que ça pourrait être intéressant et que Ok. c'était courant et que nous, on n'avait pas forcément ça. Donc voilà, et encore, il y a encore plein de choses à rajouter. Il y a plein de sections qui sont pas encore remplies, mais qu'il faut qu'on, petit à petit, qu'on implémente. Donc c'est vrai que je pense qu'il n'est pas encore terminé ce process d'onboarding. Et je Ok. pense on peut toujours améliorer. Et c'est ça qui est bien avec Notion, c'est que bah, on peut toujours peaufiner, ajouter, voilà, et supprimer. Mais Ouais. c'est vrai que c'est assez cool. Et comment est-ce que tu as défini les différentes étapes qu'il fallait mettre? Est-ce que tu as peut-être passé du temps avec les nouvelles personnes qui arrivaient justement pour faire le squelette? Comment est-ce que justement tu as défini bah, les étapes de l'onboarding? Alors, je me rappelle plus trop. Il me semble qu'on avait fait le point sur toutes les choses importantes à savoir avec l'équipe et surtout avec Dimitri. Et Dimitri aussi, il a son onboarding, c'est-à-dire que lui, il a ses tâches à faire en tant que patron parce que, bah, enfin, PME à gérer, 11 personnes entre l'administratif et tout, enfin, c'est waouh. Faut savoir, enfin, bien être efficace et tout. Donc, ça lui a permis aussi de gérer aussi son onboarding à lui, enfin, l'intégration d'un nouveau collaborateur dans l'entreprise. Mais bah déjà une page d'accueil tout simplement qui permet d'expliquer un peu c'est quoi l'onboarding chez Superforge. Nous on attaque quatre grandes lignes. Du coup c'est l'immersion, l'accompagnation, c'est pas français mais c'est pas grave, la formation et la mission. Donc c'est ce qui permet donc ces quatre piliers là, c'est ce qui fait que l'onboarding va être réussi en gros. Et on définit aussi un buddy, c'est-à-dire une personne qui va accompagner pendant un mois le nouveau collaborateur et faire en sorte que l'onboarding se passe le mieux possible, quoi. Et on a une petite question de Théo. Est-ce que c'est possible de voir à quoi ressemble le Notion? Bien Euh, sûr, bah, je vais vous partager mon écran du coup, ce sera plus parlant. ouais. Allez, c'est parti. Alors normalement, ouais. Oula, Ah, est-ce que vous voyez là du coup? ouais, on voit bien. Voilà, donc voici bah, la page d'accueil du coup. Donc on explique bah, les quatre piliers de l'onboarding. Donc voici les dernières personnes qui ont fait leur onboarding et on va créer un nouveau. Donc là il y a un template qui va se charger tout doucement. Ok. Donc admettons que toi Flavie tu vas y rejoindre Superforge. Allez, c'est parti. Allez c'est parti. Donc la personne doit déjà rajouter son image ici. Ok. Chaque collaborateur qui arrive a une arme parce qu'on est une forge quand même. Donc on découvre aussi son. Moi je par exemple je suis la dague. Je sais pas si vous voyez là mais voilà. Et donc là, il y a différentes choses je vais ouvrir en tant que page, ce sera plus sympa. Ça t'a pris combien de temps de faire tout ça? Tout ce temps? Sachant que c'est pas fini, franchement, une semaine. Une semaine? Ok. Bah, en fait, fallait que j'aille ouais, à la pêche aux informations, certains Ouais. trucs que j'avais pas, une veille aussi, mettre plein de liens, puis construire aussi, réfléchir à comment est-ce qu'on construit ça finalement. Enfin, Mm. c'est quoi le mieux? Qu'est-ce qui va être le plus facile à. Et donc là, il y a la to-do de Dimitri, donc qui doit
qu'il doit remplir. Et d'ailleurs, il y a marqué Stéphanie là, mais ouais, bon. Du coup, bah voilà, c'est plusieurs petites choses, tout ce qui est administratif, corporate, les modules no-code, la forge. Enfin, il y a différentes choses. On crée sa fiche, on a un trombinoscope en interne aussi Ok. pour, comment dire, se présenter aussi au sein de l'équipe. Donc, on a une petite citation, nos surnoms, qu'est-ce qu'on aime manger, enfin, etc. Ok. Plein de petites choses. Et aussi le feedback à la fin. Mais je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ça va être trop long. Mais en gros, sur chaque page, il y a pas mal de choses. Et aussi pour faciliter le travail de... Alors, j'arrête juste mon écran. Pour faciliter le travail de Stéphanie, qui est responsable marketing, on a créé par exemple un template de post LinkedIn où la personne doit Ok. répondre à des questions, et c'est toujours le même template, Ok. hein. Ok. Des questions assez humoristiques. Donc, il y a plein de templates mis à jour si la personne souhaite aussi de son profil LinkedIn. C'est pas obligatoire, mais c'est cool. Et plein de petites choses comme ça. Et pas mal de veille aussi, les chaînes YouTube qu'il faut suivre, etc. Les personnes à Ok. suivre, quelle communauté rejoindre. L'écosystème no-code. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui l'écosystème no-code? Parce que quand on connaît pas, au début, on est un peu largué. Mm. Donc moi, le travail que, par exemple, d'autres collègues ou moi j'avais pu faire en amont, mais sur mon temps perso, bah là, du coup, je vais avoir le temps de pouvoir le pratiquer pendant ce premier mois. Ok. Ok. Voilà. Bon. Ok, bah écoute, hyper clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. J'en profite. En fait, enfin, je trouve ça trop bien. Et je me dis, peut-être pour ceux qui savent pas, il y a aussi une banque de templates Notion qui est accessible sur Notion. Quand vous êtes sur Notion, il y a un endroit, je crois que c'est sur la première page d'accueil, où il y a plein de templates. Et nous aussi, comme on est très friands chez Maestro de Notion, heureusement que ça existe parce que ça nous fait gagner beaucoup de temps sur la première structure. Et en plus, ça permet d'avoir des idées que tu n'aurais pas forcément eues si tu étais parti d'une page blanche. Donc c'est assez pratique. Et aussi, C'est vrai. un petit Pour info, parallèle. j'en ai jamais utilisé de template. C'est vrai, je sais que moi, je l'ai fait Jamais. à la banque il n'y a pas longtemps et je me suis Faudrait que posé j'essaye parce que ouais, j'ai cru comprendre que c'était. J'aime bien en fait construire mon truc, mettre des couleurs et tout. Enfin, Ouais, je ouais, crois que non, c'est mais mon côté bubble qui fait ça. non, mais attends, je vais vous partager un truc que j'ai fait il y a 2 semaines, justement. Bon, franchement, c'est hyper simple, mais je suis partie juste d'un template Notion qui était sur la user research. Et en gros, je l'ai adapté par rapport à nous, aux différentes user research qu'on a fait chez Maestro, en rajoutant les infos qui m'auraient manqué, les infos que je voulais en plus. Et du coup, c'est une page Notion, je vous l'ai mis là dans le... Enfin, je vous ai mis la base template dans le chat si vous voulez regarder. Mais franchement, c'est même pas moins d'une heure de travail, genre 30 minutes, je pense. Alors que si j'étais partie de zéro, ça m'aurait pris vraiment plus de temps, Bah je trouve. oui, Donc c'est ça, ça. c'est vraiment toujours aller regarder les templates, aller regarder ce qui se fait déjà, pas partir de zéro, ça peut faire gagner un peu de temps. Et j'ajoute aussi un petit truc, nous, parce que je trouve ça cool de partir de Notion et chez Maria, parce que du coup, Maestro fait partie du campus Maria Schools. Nous, l'onboarding, il a été fait par la Head of People, Zoé, et il a été fait sur Thinkific, qui est en fait l'outil sur lequel se passent nos formations en ligne pour les participants qui rejoignent nos programmes en ligne. Et en fait, je trouve ça assez cool d'être partie de l'outil qu'utilisent nos utilisateurs finaux, du coup, pour justement vivre ça dès ton onboarding et avoir la plateforme pareil de e-learning. Tu as des vidéos, du coup, qui te défilent. Tu vois certains cours que les participants peuvent avoir dans leur formation. Tu as accès à des liens vers des articles, etc. Et je trouve que c'est bien aussi de se dire, OK, dans les outils que mes collaborateurs vont utiliser à fond quand ils vont arriver, qu'est-ce que je peux reprendre comme base. Mais Ouais, c'est ouais, clair. c'est ça. Mais en parallèle de ça, je voulais juste ajouter que l'onboarding, il permet aussi aux personnes qui arrivent de découvrir Notion, en fait. Ouais, complètement. Non, mais C'est ça, complètement. en fait. Complètement. C'est ça qui est cool. Ouais, ouais, bah Donc, oui, grave. ouais. Surtout que quand tu arrives au début, tu as une utilisation assez sommaire et puis au fur et à mesure, tu te rends compte que tu peux faire des trucs hyper Mais ça poussés. devient vite addictif, par Ouais, contre. ouais, vraiment. Je suis très d'accord, je te rejoins Enfin, en ce qui me carrément, concerne, ouais. carrément là-dessus. Alors, on a une question de Julien Brun, alors qui revient par contre sur ta maîtrise de Bubble et qui te demande Oui. le temps que ça t'a pris de maîtriser Bubble. Alors, c'est plus trop sur le onboarding Notion, mais peut-être si tu... Alors déjà, je ne maîtrise pas Bubble. Ok. Enfin, je pense pas maîtriser Bubble, ce serait mentir. Je pense que j'ai un niveau correct. J'adore Bubble, mais en fait, ils mettent aussi beaucoup de choses à jour. Il
Il y a par exemple le moteur responsif qui est arrivé que moi, personne, je ne maîtrise pas actuellement, mais je vais me former dessus. Ouais. Pour être vraiment opérationnel en Bubble et intégrer une équipe technique, je pense qu'il faut à minima faire une petite formation dessus. Donc, il en existe différentes, de 1 semaine avec les fondamentaux ou 1 mois, par exemple. Je pense que ça, c'est intéressant. Et surtout, faire des projets et faire des clones aussi, ça aide. Donc, je pense qu'en 2-3 mois, on peut déjà avoir un bon niveau. Après, c'est les cas pratiques que tu vas mettre en place qui vont vraiment te former. Oui. Parce que ce qui est bien avec Bubble, c'est que sur chaque projet, tu vas. Bon, évidemment, tu as des similitudes, mais il y a beaucoup de choses que tu n'auras jamais fait avant. Et du coup, c'est là que tu vas vraiment t'ajouter des petites compétences petit à petit, des petits blocs, des petites cordes à ton arc. Et ça, c'est cool, tu vois. Donc, tu ne maîtrises jamais Bubble. Oui, monsieur. J'espère que ça répond à ta question, Julien. Ouais, top, merci. On a une autre question de Mohamed Lofti qui est sur le plan Notion qui est utilisé pour faire votre onboarding parce que le freemium est assez limité. Ça, c'est une bonne question. Ouais. Je pense que c'est le plan le plus élevé, quoi. Ouais. Entreprise, quoi, parce qu'on est quand même on est plus de 10 dessus. Après, moi, je connais pas particulièrement je peux pas vraiment répondre à la question, désolée. Ouais. Oui, moi non plus. Mais en plus, je sais plus, le freemium, il me semble que t'es bloqué en nombre de pages, non? Pas en nombre de... Peut-être, ouais. Je vous avoue que j'ai pas vraiment fait gaffe. Moi non plus, j'ai pas de réponse. Je sais que dans certaines pages, on a genre 10 backlinks, alors du coup, pour remonter, parfois, c'est... Ouais, pareil. Ok, bah écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions... Ah, on a une question, du coup, quelles sont les alternatives existantes en no-code à Notion? Alors, il y a un outil qui s'appelle Toolsgather. C'est des Bretons qui ont créé Toolsgather, que je ne connais pas, mais qui est, à mon sens, intéressant. Et il y en a un autre, c'est Jira, je crois, mais c'est sur la gestion de projet, que je ne connais pas non plus. Enfin, je connais 2 noms. Voilà. Ok. Et Toolsgather, comment tu l'écris? Je le regarde. Alors, ça s'écrit Toolsgather. J'avoue qu'ils étaient enfin, là, il y a Julien qui est dans le chat d'ailleurs. On était et Céline aussi, Céline Delval, on était au hackathon de Lorient. Je ne sais pas si vous avez suivi. On a fait un hackathon no code et solidaire. Et Toolsgather était présent pour présenter son outil. Mais en fait, j'ai pas eu le temps de regarder trop. Mais ça a l'air intéressant aussi. Je crois que c'est un système de blocs, d'éléments qu'on peut interchanger, etc. Donc, je l'ai mis, Toolsgather, je l'ai mis dans le chat, comme ça vous pouvez aller regarder. Et après, Jira, c'est Jira l'autre que tu mentionnais? Ouais, Jira, ouais. Jira, pareil, je connais pas trop. Ouais. Je connais pas non plus les limites du pricing, mais bon, à mon avis, il y en a. Ok. Mais merci Linda pour le pricing. Ouais. Ah oui, qu'il l'a rajouté. Trop bien. Ok, et ben écoute, du coup, on peut passer sur le deuxième exemple que tu voulais nous partager sur la communication simplifiée dans l'entreprise. Du coup, vous avez. Ok, c'est parti. Alors, je partage mon écran. Alors, du coup, là, je sais pas si vous voyez mon écran. Ouais, c'est bon. Là, on est dans GitHub. Donc, pour ceux qui connaissent pas trop, GitHub, c'est un outil de versionning qui permet de travailler en collaboration sur des projets en programmation. Là, j'en ai pris un au hasard. Et donc, on retrouve le repository de code. C'est là où il y a tout le code, etc. Ainsi que les issues. Les issues, c'est quoi? C'est quand on a des soucis, en fait, on fait des tickets. Donc, on décrit, on met le code, etc. Bon, là, je comprends pas tout, par contre. Nous non plus. Voilà, mais bon, c'est pas du no-code. Mais ceci dit, c'est intéressant comme système parce que ça permet de trier, de marquer un statut, etc. Et c'est vrai que nous, en interne, on n'avait pas vraiment de moyens de répertorier en gros les choses qui ont été bloquantes pour nous. Et donc de les répertorier, de les classer et surtout de pouvoir informer aux autres qu'on a un souci sur un projet, tout simplement. Et donc là, pareil, j'ai dit à Dimitri, « Hey, Dimitri,
Est-ce que ça te dit que qu'on construise un système d'en gros d'issues qu'on a appelé les super issues. Tout est super. Et en gros, ce qui permet de faire le lien entre Discord, notre Notion, la base de données qu'on a dans Notion, avec une automatisation sur Make et une notification dans notre Discord, dans un canal dédié à ça. Ce qui permet en gros de pinguer en gros l'équipe pour dire salut, j'ai un souci sur un projet ou j'ai besoin d'une relecture d'un article ou j'ai besoin d'un test d'un projet et est-ce que quelqu'un peut m'aider avec bien sûr un niveau d'urgence et un niveau de difficulté, la technologie utilisée, etc. etc. Donc c'est vrai que... Oula, mon écran. Je ne sais pas comment arrêter le partage d'écran. Ah, si, Ou alors, attends. sinon, on va aller directement dans les super issues, c'est plus simple. Okay. Alors, du coup, par exemple, là, on a notre template, enfin notre base de données avec les super issues. Donc, par exemple, je vais en créer une nouvelle. Ok, Donc là, toi, si tu es un collaborateur, c'est là que tu vas. C'est dans le Notion. en gros, ouais. Ok. Tu vas dans le Notion, tu crées ton ticket. Donc là, on va lui mettre test. Voilà. Test maestro. On va mettre, donc elle est open, cette issue. Priorité urgente. Difficulté, allez, medium. Outil bubble. Donc là, on a différents labels. On pourrait en rajouter d'autres, par exemple, je sais pas moi, Google Maps, admettons. Temps estimé, ça c'est vraiment pour informer aussi, bah voilà, tu vas en avoir pour une matinée avec moi ou 30 minutes par exemple. Le lien, donc là c'est pour mettre le lien directement de l'application Bubble, Webflow ou autre, et la personne qui va aider par exemple, et le client potentiellement. Et donc là il y a un template qui s'appelle Super Issue. Donc là on met le lien, la description, le screenshot, le comportement attendu, le message d'erreur, etc. Et là, c'est parti pour la solution. Bon, c'est vrai que ça prend du temps tout ça, mais on le fait pas systématiquement. Mais c'est vrai que bon là, à l'heure actuelle, en fait, on est donc je vous ai dit tout à l'heure, on est une douzaine bientôt. Mais si admettons potentiellement peut-être un jour on serait 50, c'est difficile en fait de demander de l'aide à 50 personnes quoi. Actuellement, ce qu'on fait, on est dans notre Discord, on switch d'un channel à l'autre pour dire est-ce que quelqu'un est dispo pour me dépanner ou pour faire un test, par exemple. Donc voilà. Puis même pour avoir l'historique, en vrai, c'est assez pratique parce que du coup, quelqu'un qui Exactement. rencontre un problème, il peut... Parce que l'intérêt aussi de Notion, c'est de pouvoir filtrer ici. Donc on peut filtrer, rechercher par si elle est ouverte ou pas. Et donc là, je vais vous montrer vite fait le scénario que j'ai créé dans Make. Ok. Donc Make, moi, je connaissais pas du tout. J'ai Mathieu qui m'a un peu aidé parce que vraiment, j'avais jamais fait. C'est super intéressant et enfin, c'est vraiment ludique, je trouve. Donc là, en fait, il y a pas mal d'erreurs parce qu'en fait, on avait changé le nom de notre canal dans Discord. C'est pour ça. Ah, mais en gros, donc là, on récupère notre base de données ici. Donc on a l'ID de la base de données qui ensuite, notre petite issue, elle passe dans un routeur et en fait, elle va dans le canal, mais il va se passer deux choses. Enfin, il y a deux actions différentes. C'est-à-dire qu'en gros, si par exemple, elle est donc les priorités, c'était chill, intermédiaire ou urgent. ok. C'est en fait selon la priorité que le message va être différent. Ok. C'est-à-dire que là, on récupère bien toutes les informations de notre issue. Donc là, si par exemple c'est juste une super issue priorisée moyenne ou chill, il se passe ça. Et si par contre c'est urgent, là on tag la team. Donc ce arrobase là, c'est le arrobase team qu'on a dans notre Discord. Ok. Voilà. Et ça va permettre de faire une alerte en fait, faire une notification dans le Discord. Ok. Voilà.
Est-ce Donc, que il y a peut-être des questions sur Make, ceux qui sont peut-être étrangers à l'outil, ça doit être un peu bizarre d'avoir l'interface comme ça sans trop comprendre. En vrai, il y a plein de vidéos sur YouTube. Moi, j'avais fait mon premier Make justement avec un tuto en 15 minutes. Bon, il a cassé super vite, donc c'était pas non plus un super exemple. Mais c'est assez rapide de prise en main. Et du coup, Lucie qui demande, pouvez-vous nous définir rapidement? Du coup, Make, en fait, ça te permet de connecter des applications entre elles en créant ce on appelle des triggers. Enfin, du coup, c'est en fait quand il y a une action qui se passe dans un outil, ça va envoyer le message dans une autre outil, dans un autre outil. Et on a la question, c'est comme Zapier ou Automate. Automate.io, je connais pas, mais Zapier, oui. C'est assez similaire. Tu m'arrêtes si vous ouais. C'est vrai que les principaux, c'était Make, anciennement Integromat et Zapier. Ouais. Et donc, ça permet effectivement de créer des automatisations entre différents outils, différentes plateformes pour optimiser sa productivité et éviter en fait de répéter les tâches, tout simplement. Mm. Voilà, c'est vraiment pour optimiser son activité, sa productivité, ouais. Ouais, complètement. Et en vrai, tu peux penser, enfin, ce type d'outil, il marche vraiment pour plein de choses. Par exemple, tu peux, si tu as un formulaire sur ton site internet, tu peux faire en sorte de recevoir la notification quand il y a un remplissage de formulaire dans ton Slack ou dans ton Discord, ou automatiser un envoi d'email, etc. Et en vrai, il y a énormément d'outils qui sont à dispo sur Make et sur Zapier. Les deux se complètent assez bien d'ailleurs. Ouais. Et ça permet de bien enchaîner les actions. Donc là, il y a la super issue que j'écris avec vous qui vient d'apparaître dans notre Discord. Et donc toute la team va être au courant que je suis en train de tester avec vous le. Ouais. Donc c'est cool. Non, mais c'est trop bien. Nous aussi, on utilise d'autres automatisations, bah, déjà dans des projets clients. Même si on fait principalement du Bubble, ça nous est déjà arrivé, par exemple, d'utiliser Make, notamment pour tout ce qui est récupération de données, si on veut extraire des choses, etc. Enfin, envoyer des emails aussi. Enfin, vraiment plein de choses différentes. Ça dépend des cas clients. Mais par exemple, on a un Typeform, par exemple, pour les clients potentiels qui voudraient soit faire un devis, travailler avec nous ou en savoir plus, qui remplissent un Typeform et du coup, Dimitri reçoit une notif dans Discord, en plus d'un email. Ok. Voilà, Ok. c'est un exemple d'automatisation qu'on a chez Superforge. Ok. Mais ouais, carrément, on en fait aussi pas mal chez Maestro. Et à un moment, je suis devenue un peu folle. J'en faisais partout. Je voulais tout automatiser. Et du coup, un truc qui est pas mal aussi là-dessus à se dire, c'est que quand on. Et je pense que c'est vraiment ce que tu as eu aussi sur les issues. C'est qu'avant de passer du temps pour automatiser quelque chose, vraiment être sûr de son intérêt et évaluer en fait le temps que ça nous prend de le faire à la mano. Par exemple, si tu lances un nouveau formulaire sur ton site internet, sur une page. Je sais pas, tu fais une page événement que tu viens de lancer et tu as un petit formulaire en bas, m'inscrire à la liste qui annonce les événements toutes les semaines. Et ben en fait, autant la laisser vivre quelques semaines, voir combien de personnes s'inscrivent, et voir si en fait ça vaut le coup de faire un peu quelque chose d'automatisé derrière et puis de préparer un email un peu type, etc., qui partira et qui fonctionnera à chaque fois. Mais en fait, pour pouvoir bien le faire, il faut d'abord que tu aies compris qui étaient les personnes qui allaient remplir ce form et qu'est-ce qu'elles attendaient comme réponse dans l'email pour bien travailler ton message, etc. Donc ça, c'est juste un truc de bien attendre que ça vive et qu'on ait plusieurs exemples avant de penser l'automatisation. Déjà, ça permettrait d'avoir bien compris le problème qu'on essaie de résoudre à la base. Ouais, c'est ça. Mais en fait, enfin, c'est-à-dire que selon les projets, dans l'absolu, on peut faire vraiment des choses. Enfin, il y a une infinité de possibilités en Ouais. fait. Si on prend le nombre d'outils, je sais pas combien il en existe, mais tout est possible en fait. Et c'est vrai que si on a vraiment un besoin très précis, c'est normalement avec Make et Zapier, c'est possible quoi. Ouais, Donc vraiment. c'est cool. Et j'ai une petite question aussi. À quelle fréquence est-ce que tu vas aller les éditer? Tu nous as montré l'onboarding et du coup cette automatisation Discord. En fait, est-ce que c'est quand tu t'en sers, tu vois des petites choses et du coup tu les édites? Est-ce qu'on te fait souvent des remontées de la part des collaborateurs et du coup tu retournes dessus? Est-ce que tu te mets un créneau mensuel où tu vas passer une heure à bien regarder? Comment tu t'organises ça pour faire vivre justement ces process? Bah en fait, à l'heure actuelle, j'ai pas touché depuis le début. Sauf tout à Ok. l'heure, j'ai rajouté la propriété client, puisqu'en fait, on n'en avait pas. Donc D'accord. je trouve ça intéressant de savoir, enfin client ou
un client, un projet en fait chez nous. Mais en gros, de dire bah c'est sur ce projet-là que j'ai eu un problème, par exemple. Ok. Sinon, bah quand on a du temps, et là par exemple, ce que j'aimerais faire, c'est vraiment bah, par rapport, je reviens un petit peu à tout à l'heure, mais l'onboarding, j'aimerais bien encore enfin faire une V2 entre guillemets. On peut parler d'une V2, je pense, parce que comme c'est assez gros quand même ce qui a Mm. été fait, avec Stéphanie d'ailleurs que je salue, elle m'a beaucoup aidée. Enfin bref, c'est trop bien. Il y a des personnes qui se greffent aussi au projet, qui se disent Hé Stéphanie, Hello, Stéphanie. coucou Stéphanie. Voilà. Ok. Ça, c'est quand on se voit. On s'est vu la semaine dernière, c'était la folie. Mais même en visio, c'est pareil. Voilà. Donc du coup, bah ouais, Stéphanie m'a aidée. En fait, on se demande souvent, qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce que tu penses de ça? Ok. Etc. Et je pense que c'est intéressant aussi d'avoir un avis extérieur sur ce qu'on construit. Mm. C'est bah, comme quand on fait un projet, on Ouais. a besoin d'avoir des retours utilisateurs. Bah, dans une entreprise, je pense que c'est pareil. Avoir du retour des collègues, c'est toujours cool. Mm. Après, pour l'instant, pour tout ce qui est issue, je pense que on n'a pas encore pris trop l'habitude parce que c'est vrai que, enfin, un vocal, vous savez, un vocal, c'est tellement plus rapide que, par Ouais, pour exemple, expliquer. d'écrire un texte, de faire une capture d'écran. Mais voilà, on imagine qu'un jour, il y aura plus de monde, du coup, qu'on pourra classer nos problèmes, les retrouver, voire peut-être, pourquoi pas, mettre des issues spécifiques dans chaque projet client. Ça pourrait être aussi intéressant. Donc, voilà. Ok, très clair. On a une autre question. Quel plan avez-vous choisi sur Make? Alors moi, je sais j'ai utilisé la version gratuite, qui est quand même assez bien. Après, je ne sais pas si vous, Cyril, peut-être vous avez une version. Non, on Euh, a la version payante, je pense. ok, ok. Enfin, je sais pas, mais à mon avis, Ouais. oui, parce que. Hmm. Après, tu peux déjà faire pas mal avec la version gratuite moi-même, mais il faut creuser, hein. Et puis Ouais, je après, demande. ouais. C'est vrai qu'au final, vous me posez des questions sur les plans, mais je sais pas. Ouais, non, moi non plus. Et on a une deuxième question. Comment vous débuguez les outils no-code en cas de problème dans vos processus ou flux automatisés? Alors déjà, quand on livre un projet, déjà, donc on envoie au client un template Notion qui contient toutes les informations sur comment dire, déployer en live le projet Bubble avec la configuration de son nom de domaine. C'est lui qui le fait. Et on a 2 semaines de support en général. Ça dépend enfin, de la forme du projet, puisqu'on a différents packs chez Superforge. Euh, on a du support. Après, on fonctionne aussi en régie, c'est-à-dire on travaille de temps en temps avec les mêmes clients de manière récurrente. Et voilà. Mais c'est vrai qu'on avait réfléchi à mettre en place une sorte d'abonnement de support mensuel. Je sais Ouais. pas trop où ça en est pour l'instant. Ok. Mais c'est vrai qu'en général, quand on livre le projet, il est fonctionnel. C'est Ok. vrai que ça arrive parfois que, euh, que les clients touchent. Mais je sais pas si je réponds bien à la question, en Bah, fait. en fait, ouais, c'est ce que je me disais aussi. Parce En que fait, là, je suis en train de regarder, mais c'est plus si tu fais un make et que tu vois qu'il fonctionne pas, comment est-ce que tu fais pour résoudre les bugs? ok, j'étais hors sujet du coup. Bah, mais c'est Euh, très intéressant Mais bon, c'est de intéressant savoir quand même. comment vous faites le suivi. Bah, on essaie de débugger, on se concerte entre nous et puis on voit ensemble ce qui fonctionne pas, quoi. Mm. Ouais, et franchement, un truc qui revient beaucoup dans toutes les personnes qui ont un intérêt pour le no-code et qui passent pas mal de temps sur ces outils, c'est qu'en fait, quand tu as ce type de situation, bah, tu vas aller regarder 15 articles, 7 blogs, aller regarder 10 vidéos YouTube. En vrai, il y a énormément de ressources qui sont disponibles et bah, du coup, c'est passer un peu de temps pour les consulter, pour trouver. Et puis, si vraiment tu trouves pas, alors tu peux solliciter aussi la communauté. Envoyer un petit message dans les Slack et demander si quelqu'un a déjà eu ce cas de figure pour voir si tu es débloqué. Et si vraiment tu trouves pas, enfin, alors il y a un bug, il y a un problème, il faut contacter le support, leur dire votre outil est cassé. Non, non, mais contacter le support aussi, ça peut être une manière d'avoir de l'aide. La plupart des outils sont hyper réactifs, donc c'est cool, ils répondent rapidement. Et voilà, donc cherchez sur YouTube, sur les articles.
contacter la communauté, contacter le support. Et puis aussi, au tout début, tester plein d'autres choses, recommencer de zéro. Parfois, en fait, tu as fait une coquille et tu t'en es pas rendu compte. Et en fait, il faut recommencer de zéro. Et puis, au final, si vraiment ça bug, te demander est-ce qu'il y a d'autres manières de faire? Est-ce que tu avais vraiment besoin de cette automatisation? Tu vois, moi, il y a une automatisation que j'avais faite justement sur Make où en fait, elle a marché pendant une semaine et puis elle s'est mise à bugger. Et en fait, je me suis rendu compte qu'elle ne me servait pas énormément. Donc, plutôt que de la garder, je l'ai retirée. Et à la place, je me suis mis un créneau de 10 minutes une fois par semaine pour aller consulter là où je voulais que ça me connecte, enfin, que ça m'envoie des informations depuis Webflow. Et voilà. Et donc, voilà, c'est un peu se remettre. Ouais, voilà. Ou comme dit Linda. C'est vrai que oui, décortiquer un petit peu le problème, remonter, tester, c'est le plus important. Ouais. Et puis oui, comme tu disais, demander de l'aide, pas hésiter. Parce que parfois, on a tendance à vouloir, moi la première, à vouloir tout faire moi-même, alors que des fois, il suffit simplement de demander à quelqu'un et en 2 minutes, on est débugué. Ouais, voilà. Mais voilà, c'est comme ça, on aime bien, ouais, moi je suis trop fort, je vais y arriver. Sauf que parfois, des fois, on n'a pas juste le déclic. Et c'est pour ça que travailler en collaboration comme ça, enfin, nous, on travaille beaucoup comme ça, on n'hésite pas à demander. Enfin, voilà, si vous avez des problèmes dans vos projets, un petit souci, n'hésitez pas à demander aux gens, quoi. Ouais, carrément. C'est Et puis important, je pareil, pense. ça marche dans les deux sens aussi, ne pas hésiter à toujours à être présent et un peu répondre sur les channels. Ça, c'est quelque chose qu'on dit aussi beaucoup à la communauté MySchool. Sur notre campus, on a un Slack avec plus de 5000 personnes. Et du coup, on a énormément de channels avec, sur différents sujets et beaucoup de personnes qui posent des questions et du coup, qui viennent chercher des réponses, mais des questions sur tous les sujets. Il y en a sur le no-code, mais il y a sur le produit, sur le design, etc. Et en fait, c'est l'idée de se dire qu'en fait, tu es là pour aller puiser un peu de l'info, mais il faut vraiment pas oublier aussi d'aller partager, toi, de ton côté, ce que tu découvres et ce que tu apprends. Justement, typiquement, si tu as passé une matinée sur un bug et qu'en fait, à la fin de la matinée, tu finis par trouver la réponse dans tel tuto YouTube, pourquoi pas mettre un petit message en disant j'étais bloqué là, mon problème c'était ça et j'ai trouvé la réponse ici. Ça permet aux gens de se nourrir aussi pour les personnes qui bossent. Ouais, c'est clair. Mais ne pas rester seul, ça, je pense que c'est super important, surtout dans nos métiers. N'hésitez pas à partager, à envoyer un message. Au pire, on vous dit non, c'est pas grave. Mais je pense que c'est important. Ok. Bon, trop bien. Je te propose qu'on passe au dernier parce qu'en plus, je vois que yes, ouais, ça passe vite quand on s'ennuie pas. Alors, le dernier. Ouais, alors du coup, il y a autre chose que j'ai fait chez Superforge en arrivant et qui a été hyper formateur, c'est-à-dire qu'en fait, moi j'avais fait que 3 semaines de Bubble, je pense que c'était pas suffisant. Du coup, j'ai dit à Dimitri, ouais, ça te dirait que je fasse un clone de Linktree? Et il m'a dit oui. Et parce qu'en fait, j'aimais bien cette idée de cloner Linktree. Je trouve que c'est un produit qui est intéressant. Donc de là, j'ai eu le go pour le faire en Bubble et je pense qu'il y a eu d'autres personnes dans l'entreprise. Déjà, on a un bootcamp en interne qui nous permet de nous former pour forger notre première lame. Ça, c'est le nom du bootcamp. Et donc, ça permet aux personnes donc, surtout pour les développeurs en tout cas, qui découvrent un peu plus l'outil avec des fonctionnalités avancées. Mais c'est vrai que faire des projets internes, je pense que c'est très intéressant. N'hésitez pas à aller voir sur le site de Superforge, vous avez une page projet interne, projet. Du coup, et donc je vais vous montrer Linkcactus. Oui, parce que du coup, Linktree, le clone s'appelle Linkcactus. Voilà. Donc je vais vous montrer ça. Donc ce projet, il a été réalisé en 5 jours. Il n'est pas responsive, c'est un projet qui est pensé en fait desktop. C'est un SaaS, c'est un software as a service. Donc je vais vous partager mon écran et puis on va regarder ensemble tout ça. C'est parti. Est-ce que vous voyez mon écran? Yes. Ok, donc on est sur une landing page un peu basique. Je vous montre d'abord le front, l'application web, et puis après, si on a un petit peu de temps, j'irai voir ce qu'il y a derrière. Okay. Du coup, on va s'inscrire. Donc là, j'ai pas mis de restriction. On va mettre un email un peu, voilà. J'ai pas mis de restriction en fait au niveau du mot de passe parce que c'était pas l'objectif du. Oui. Pas l'objectif du site. C'est surtout les fonctionnalités quand on est connecté qui sont intéressantes. Et donc là, on arrive sur le dashboard. Donc, je vais juste faire une petite comparaison avec
avec le Linktree classique. Donc, vous pouvez voir que ça ressemble un petit peu. Hein. C'est le Linktree de Superforge. Et ça, c'est le Link Cactus, du coup. Ok. Du coup, bah, pour l'instant, il n'y a pas encore de lien. Du coup, bah, il y a cette petite pelote de paille qui s'affiche. Donc, on va ajouter un lien. On va mettre le site web. Et on va mettre le lien. Hop. Ici. Et du coup, maintenant, il s'affiche. Ok. Donc, si je clique ici, hop, je vais vous envoyer le lien dans le chat. Normalement, vous pouvez accéder. Je vous laisse confirmer. Ouais, moi ça marche nickel. Vous pouvez nous dire dans le chat si ça marche bien pour vous aussi. Et du coup, ça, juste pour bien comprendre, c'est quoi l'utilisation que vous en avez En fait, ce projet-là, on l'utilise pas. Ah, ok. Mais par contre, quand il y a des webinars comme ça, des meet-up, ça m'arrive de présenter cet outil parce qu'en fait, en 5 jours, quoi, c'est dingue. Ouais. Et c'est vrai que vous allez voir, on peut vraiment personnaliser à fond. Et c'est là qu'on se rend aussi compte de la puissance de Bubble. Donc, Complètement. Donc tant qu'il n'y a pas de, je ne vais pas ajouter de deuxième, mais tant qu'il n'y a pas de titre ni de lien, on ne peut pas ajouter ce lien-là. D'accord. Donc je vais le supprimer. Hop là, voilà. C'est hyper pratique même pour la communication. Je sais on utilise Linktree sur notre Instagram, même sur LinkedIn, ça serait bien qu'on en ait un. En vrai, il y a plein d'endroits où c'est un outil hyper pratique. Hein. Bah, c'est vrai que là, c'est vraiment la copie conforme de Linktree. Ouais. Donc, si je pense que si on le commercialise, ils vont pas être contents. Ouais. Mais par contre, clairement pour le développement de cette application, moi, je venais juste j'étais un peu débutante entre guillemets et j'ai appris beaucoup de choses. Je me suis vraiment bien amusée et ça, c'est important aussi d'avoir du fun quand on travaille. Carrément. Donc voilà. Donc, on va écrire une mini bio. Hop. Mohamed, pour répondre à ta question, Linkactus, en fait, Linktree, c'est un outil qui te permet d'avoir un seul lien et dedans d'avoir plusieurs options. Et en fait, c'est très utilisé, notamment par exemple dans les bios sur Instagram. Tu vois, très souvent, tu peux mettre qu'un lien cliquable. Et du coup, quand tu cliques sur ce lien, tu arrives et tu as 3 options, genre accéder au site internet, accéder aux événements, accéder à nanana. Et en fait, c'est pour ça que c'est très utilisé. C'est regroupé en un. Et tu vois, au lieu de balancer 15 liens dans le chat, là, on aurait pu mettre un Linktree. Et après, c'est vous qui décidez où est-ce que vous avez un link cactus. Et c'est vous qui décidez où vous allez, en fait. Ouais, donc là, c'est le Linktree, pardon, de Superforge. Ok. Bon, on va retourner dans Link Cactus. Okay. Du coup, là, j'ai personnalisé mon profil, j'ai mis une bio. Mince, il y a que 80 caractères, j'avais oublié. Hop là, voilà. Et là, ce qui est chouette, c'est que j'ai créé 30 styles, y compris les styles de mes collègues. Chacun a pu choisir sa couleur. Okay. Voilà. Donc là, c'est le mois des fiertés. Hop, on va mettre ça. Voilà, French Tech, Auto. Et on va vous créer un... Il y a même Rick et Morty. Ouais, j'étais très inspirée. Donc ça, c'est des... Ou Roland Garros. Ça, c'est des valeurs qui sont enregistrées en base de données. Hein. Tout ça, c'est dynamique. Et donc, un utilisateur, donc là, l'utilisateur, c'est Maestro. Il est connecté. Il va pouvoir créer son propre style. Donc là, j'ai utilisé un plugin qui s'appelle Air Color Picker, il me semble. Et donc, on va créer le style Maestro. Et puis après, je terminerai. Du coup, on va... Hop, il me semble que j'avais déjà... Bon, allez, on va faire un peu au feeling. C'est un peu rose, je crois. Très bien. Ouais, voilà. C'est notre rose. Un peu blanc. Ça marche très bien. Et on va mettre, par exemple... allez, hop. Pourquoi il veut pas, là? Ah oui, il faut que je mette choisir. Non, il marche pas. Attendez. Ah, voilà. Ah, oui, c'est bon. Il ne voulait pas. Tac. Et du coup, quand tu travaillais là-dessus, à droite, tu avais Linktree et à gauche, tu avais Link Cactus et tu voyais comment c'était fait et pouf, tu t'essayais de répliquer?
J'ai dit Attends, parce que le noir, il veut pas se mettre. Bon, c'est pas grave, on va mettre du rouge. Bon, ça va pas du tout, par contre, là, les couleurs. Hein. Je suis désolée pour vos yeux. Parfait. Bref. Du coup, oui, bah oui, c'est ça. En fait, bah, j'étais pas non plus non-stop, mais j'ai regardé un peu. J'ai regardé surtout la structure de la page, les codes couleurs aussi. Et voilà. Donc là, on n'a pas encore de thème ici. Et là, si je clique sur créer, hop, je vais avoir le thème qui est enregistré. Et celui-là, il est enregistré en base de données. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a que Maestro qui a accès à celui-là, c'est pas pour tout le monde. Alors, là, à l'heure actuelle, dans cette version-là, il est privé. Mais dans Ok. l'absolu, on pourrait, oui, effectivement, le rendre Il y a moins de public. partage. Ok. Ok. Voilà, mais je sais pas si c'est une bonne chose. Ah, Non, je rigole. pas En celui-là. vrai, vos couleurs sont très très cool, mais là, j'ai pas, je sais pas, il a pas voulu. T'as pas rendu honneur, le rouge. Ouais. Donc, bah là, du coup, si vous regardez, si vous cliquez sur le lien que je vous ai envoyé tout à l'heure là, Ah oui, il ça est a où, il est où, changé. il est où? Ouais, normalement, Ah ouais, ouais. voilà. Bon, Donc c'est c'est bien entièrement changé. dynamique. Donc si vous restez sur cette page, attention, je vais changer. Je vais remettre le thème Superforge. Tac, c'est automatique. Ah ouais, Ça, ok. si ça c'est pas beau, voilà. Mm. Pour terminer, on peut rajouter également des liens sociaux. Donc là, je vais rajouter, on va dire que c'est votre Twitter. Hop. Il y a des petits bonus en plus. Qui s'ajoutent en bas. Ok. Et des petits drapeaux également, selon les causes que vous défendez ou tout ça. Ok. Des petits rubans. Ok. Voilà, voilà. Et Bah, ça, encore une fois, ça existe sur Linktree, les petits rubans, les liens sociaux, ouais, c'est même principe. On a apparence, settings. Là, on a tout ce qui est social. Ok. Voilà, social icon, etc. Ok. Donc c'était vraiment le but, c'était vraiment de t'entraîner, de prendre en main, de refaire et Ouais, de sortir une copie. Ok. ouais, en fait, je sais pas si je vais avoir le temps de vous présenter du coup enfin, en Bah, gros le ouais, reste, le monter mais c'est dans 1 ou 2 minutes. C'est ça là? Du coup, ça c'est le derrière? Enfin, le ça, derrière. c'est l'éditeur Bubble, du coup. Ouais, ok. Donc, c'est là que ça se passe, tout ça. Et donc, c'est la page admin démo c'est dans cette page-là que, en gros, j'ai construit le projet. Voilà. Ok. Et oui, c'est exactement ça, Christophe, pour répondre à ta question. C'est un clone de Linktree via Bubble qui peut être personnalisé à la volée. Et en fait, là, ça a été fait sur cet outil, mais ça peut être fait sur plein d'autres outils. Ça peut être cool aussi de se challenger et de prendre des outils peut-être de plus en plus difficiles à répliquer. Bien Euh, sûr. et en fait, c'est une manière de prendre en main l'outil, de tester, de voir les process, etc. Oui, c'est ça. Et puis, je vous invite de suivre la chaîne Twitch de No Code France. Ils font pas mal de clones en live. Mm. Euh, c'est vrai qu'il y a eu un clone de Product Hunt, notamment. Donc, c'est super cool. N'hésitez pas même vous à vous challenger sur Bubble, essayer de faire des Ouais, choses. carrément. C'est vraiment stylé. Ouais, et puis c'est aussi, enfin, la preuve, toi, tu le racontais, comment tu as été repéré, on va dire, par Dimitri, c'est parce que justement, tu avais fait un projet comme ça, sur lequel tu avais passé du temps et que tu avais monté, et c'est comme ça que vous vous êtes connectés. Et ça, c'est quelque chose qu'on recommande énormément chez Maestro à tous nos alumni. C'est de vraiment, en fait, vous entraîner de votre côté, faire des side projects. Le but, c'est pas de faire un produit qui pourrait avoir 2000 utilisateurs, c'est pas l'objectif, c'est vraiment de faire le processus de A à Z, de faire des petites erreurs, de faire des coquilles, de reprendre de A à Z, de faire un make de A à Z, par exemple. Et en fait, derrière, si vous êtes en recherche d'emploi, de pouvoir montrer ça à un recruteur en lui disant, bah, en fait, j'ai pas juste regardé des vidéos YouTube, j'ai tout fait de A à Z, et maintenant, je sais comment ça marche, et en plus, j'ai adoré ça, et j'aimerais bien le refaire. Donc, ça peut être très bien pour les personnes qui sont en recherche et en reconversion. Et on a une question de Théo. Facile d'avoir de la gestion utilisateur complexe via Bubble. Type, mes utilisateurs A voient tel écran et mes utilisateurs B. Ouais, bien sûr, c'est un affichage conditionnel en fait en fonction d'une condition tout simplement. Par exemple, tu peux mettre un rôle à ton utilisateur, administrateur, je sais pas, member, ce que tu veux en fait. Et selon s'il a ce rôle-là, tu peux mettre une condition sur telle ou telle page, sur une page, sur un élément, sur un bouton, sur n'importe quoi. Et ça, c'est vraiment bien sur Bubble, c'est tout ce qui est conditions et tout. Enfin, c'est sans limite. Donc oui, effectivement, tu peux avoir de
la gestion vraiment assez aboutie, quoi. Mais oui, oui, par rapport à ce que tu disais, Flavie, n'hésitez pas à créer des choses, enfin, même pour le fun, pour vous, et à les montrer, c'est super important. Et puis, enfin, moi, en tout cas, ça m'a beaucoup aidé, je trouve, dans ma reconversion, parce que bah, de me rendre visible, en fait, entre guillemets, enfin, voilà, de créer des choses et de pouvoir les montrer. Puis c'est aussi cool d'avoir des retours. Et franchement, ouais, n'hésitez pas à faire des projets. Franchement. À fond. Surtout si vous aimez bien ça, justement, avoir des bugs, passer quelques, quelques C'est heures ça. à trouver la réponse, etc. Ça, c'est à fond. Et alors, on a quelques petites questions. On va peut-être juste prendre les deux dernières et puis ensuite, on va couper parce qu'on a un peu débordé. Mais du coup, Céline qui demande d'autres outils no-code qui font de la gestion utilisateur. Alors, Bubble, c'est un peu à part parce que la base de données, elle est intégrée, bien qu'on puisse plugger avec une API une autre base de données type Xano, voilà. En général, il peut y avoir pas mal d'outils no-code, en fait. L'utilisateur, de toute façon, il faut savoir qu'il est au centre de tout. Enfin, à mon sens, enfin, c'est vrai que il n'y a pas d'application, enfin, si, il y a des applications, on n'a pas forcément connecté, mais il n'y a pas d'application sans utilisateur. Donc, que ce soit avec un outil intégré comme Bubble ou avec un outil modulaire type Airtable, Software, etc., et Zapier, par exemple, on aura toujours de la gestion utilisateur, quoi qu'il arrive. Et je vois qu'on a une autre question de même moi que j'ai pas bien comprise comment vous gérez l'accès utilisateur entre tous les outils no-code, mais je sais pas si ta question elle est dirigée pour les collaborateurs ou pour les personnes qui utilisent je sais pas si tu l'as mieux comprise que moi, Cyrielle. Alors là, non. Par contre, comment gérez-vous l'accès à l'utilisateur entre tous les outils no-code? Pour Non, les deux, alors en interne, pour les outils no-code en interne, nous, chacun a ses accès pour Notion. Ah, en interne? Oui, oui. Alors oui, en fait, nous, on travaille avec le même compte. Ok. Après, travailler en collaboration sur Bubble, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais on le fait. L'idée, c'est de créer beaucoup de reusable elements ou de travailler sur des pages différentes. Ok. Mais c'est vrai que nous, on a un compte principal qui nous permet d'accéder à tous les outils no-code différents, quoi. En gros. Ok, ok, ok. Ok, good to know. Je pense que ça répond aussi à une question que Linda avait posée un peu plus tôt. Et oui, on peut importer ces maquettes Figma dans Bubble. Moi, Pour je ne l'ai pas répondre. fait, mais ça se fait. Ok, bon bah trop bien. Écoutez, merci à tous de vous être connectés avec nous et puis pour toutes vos questions. Merci beaucoup, Cyrielle. Franchement, c'était Ouais, hyper c'était chouette cool. et c'est cool. Ça donne envie d'enchaîner sur 3 heures sans Notion. Bah grave, let's go. Trop bien. En tout cas, j'espère que vous avez tous pu avoir un peu des réponses peut-être par rapport au processus que vous vouliez mettre en place vous-même dans votre entreprise. Je vous avais mis un petit sondage pour savoir si vous aviez déjà des idées de processus que vous vouliez automatiser ou pas encore. Et vous avez été une majorité à dire oui plein et une autre partie à dire quelques-unes, mais personne n'a dit non. Donc j'espère que vous avez tous un peu des pistes d'outils et de où est-ce que vous voulez aller fouiller un petit peu pour faire ces automatisations. Est-ce que vous pouvez juste nous donner une note de 0 à 5 pour répondre à la question, est-ce que vous sortez de ce Maestrix ensemble avec des apprentissages et justement des méthodes pour appliquer, ou est-ce que vous êtes encore plus perdu qu'en arrivant, sachant que plus perdu, c'est 0, et vous sortez avec des conseils pragmatiques, c'est 5. Donc voilà, dites-nous pour qu'on puisse un peu se rendre compte de si ça a été accessible. Ah, c'est précis, 3,95. Ouais. Super précis. Ok, n'hésitez pas à nous dire peut-être pourquoi est-ce que vous auriez aimé qu'on creuse plus. Moi, je pense, je me rends compte là, c'est vrai qu'on a voulu aborder plein de choses sans aller à fond dans le détail de chacun, mais je pense que c'était cool de voir vraiment la portée de ce que ça peut avoir et tout ce que tu peux faire. Et je trouve ça cool aussi d'avoir vu les 3 exemples parce que ça se dit vraiment qu'en fait, en observant ton quotidien et ce que tu vois autour de tes collaborateurs et toi dans ta manière de travailler, il y a 10 milliards de choses vraiment que tu peux mettre en place voilà. à creuser. Donc, et d'ailleurs, il y a une idée qui pop par minute. Ouais. Mais bon, ça, c'est un autre souci, ouais, c'est ça. Ok, bon bah génial, merci beaucoup. Merci à vous, merci, c'était super Merci à cool. tous. Et puis on se dit à très vite on a un prochain Maestrix. Alors mardi prochain, on va parler des utilisations Figma pour les équipes produits avec Maxime
Du coup, voilà, il y a tout est sur Meetup. Donc, si vous voulez vous joindre à nous, mardi prochain, midi 13h, comme d'hab. Merci beaucoup tout le monde. Très bon Au après-midi, revoir. Cyril, merci.